Bonsoir, bonjour tout le monde, super ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode du Checkcast. On est de nouveau à la FNAC dans ce merveilleux endroit de culture pour une nouvelle rencontre avec un artiste que j'aime énormément. Alors trêve de suspense, déjà son nom est dans la description donc vous l'avez déjà vu, mais il est devant moi, c'est le Piano King, c'est Sofiane Pamar. Merci, belle introduction, je respecte, merci beaucoup. Comment tu vas Sofiane? Tout va bien, là, heureux de défendre l'album sur lequel j'ai mis 2 ans et demi de ma vie, et enfin, je peux en parler. Eh ben écoute, je suis ravi, ça fait des années qu'on se connaît. Je suis très très content de pouvoir faire cette interview avec toi, vraiment. Pour faire un petit rewind, on avait fait l'une des premières interviews de ta carrière en 2018 sur Check. On avait appelé ça On a rencontré le meilleur pianiste du rap français. Quel chemin parcouru depuis. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, et je te remercie Martin pour la fidélité, et je pense que c'est important d'avoir des plumes qui suivent les évolutions d'un artiste, de son parcours, de ses émotions, de ce qu'il représente pour les gens qui le regardent faire, parce qu'en fait c'est des actes de témoignage qui sont importants. Bah merci à toi, franchement. Et tu sais, on est à Bruxelles ici, plein de gens t'ont découvert avec Scylla, c'est une réalité, avec ce magnifique double album. Où t'en es avec le rap français où est ton rapport actuel avec le rap Alors français? j'ai toujours le même rapport d'amour avec le rap français. En ce moment je me suis concentré sur l'international, j'avais envie d'explorer ce que c'était que des grandes voix au sens international et pas uniquement inspirées et influencées par l'énergie hyper effervescente de mon pays. Ouais. Donc en France, forcément, tu vois, vraiment, j'ai agi énormément dans le paysage du rap français. J'avais envie de commencer à prendre de la hauteur, surtout le fait d'être parti vivre à Los Angeles. Et finalement, mon envie, elle a été plus dans la voix chantée en ce moment. Ok. Ma préoccupation, j'ai tellement apporté à la voix rappée, c'est tellement mon histoire, ma respiration, qu'en fait je me suis dit ok, maintenant il faut que j'apprenne d'ailleurs, j'apprenne d'autres types de voix, d'autres manières de placer ces cordes vocales. Et c'est pour ça que là vous me voyez beaucoup plus en ce moment avec des chanteurs qu'avec des rappeurs, mais les rappeurs restent dans ma vie de tous les jours. Et oui, c'est important, ça fait partie de ton parcours aussi. Plusieurs albums solo, ça a commencé avec Les Planètes, puis il y a eu Letters, puis il y a eu Noche, et maintenant, je montre à la caméra, alors à l'audio c'est moins pour vous, pour la vidéo c'est ici, Movie, directed by Sofiane Pamar. Ouais. Une belle pièce. Une belle pièce, une pièce dont je suis particulièrement fier. C'est l'album le plus ambitieux de ma carrière jusqu'à présent. Ouais. Euh, Jusqu'à présent, j'aime beaucoup le jusqu'à présent. mais je le dis tout le temps. Mais c'est bien. Je t'as crois au raison. karma. Ouais. Si jamais tu dis ça, point. Et bien en fait, ton avenir d'un seul coup. C'est fini. Et c'est une fin de carrière. Voilà. Et on applaudit. Non. Là, j'ai jamais dépensé autant d'énergie, j'ai jamais déployé autant de moyens pour un seul et même projet. Et j'en avais besoin. J'avais besoin, après cette trilogie d'albums de piano solo, de commencer une nouvelle ère. Et pour cette nouvelle ère, rajouter de nouveaux ingrédients pour colorer ma musique différemment. Avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. Donc Ouais. imagine ce que ça fait que de se retrouver à devoir imaginer des voix, des mélodies pour 70 musiciens. Mais surtout pour un soliste, enfin pour quelqu'un qui est tout C'est seul ça. avec son piano, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc là, d'un seul coup, je me dis, mais comment je vais leur trouver de la place alors que moi, j'en prends déjà tellement avec mon piano. Il faut commencer par en laisser. Ouais. Et j'ai travaillé beaucoup sur des conversations. Il y a un morceau qui s'appelle The Night Ceremony qui représente très très bien ce que c'est que une forme concertante entre un soliste et un orchestre. Ouais. Et là, en plus de ça, c'est une valse, donc on capte tout de suite quelle est la dynamique mélodique et comment on y répond avec... je lance une mélodie au piano, il y a le violon qui va me répondre, il y a la flûte là-bas qui va me répondre aussi, et après je reprends le lead au piano, et après je le relance, et c'est un autre pupitre d'orchestre qui s'en occupe. Donc voilà, c'est nouveau. J'ai aussi un chœur sur cet album, un chœur, le chœur philharmonique de Prague aussi. Ouais. Et on va sûrement en parler un peu plus longtemps. Bien sûr. Les 14 invités extraordinaires qui m'ont fait l'honneur de participer au casting de ce film. Et ben regarde, on va en parler tout de suite parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tout le monde parle, alors à juste titre, de l'incroyable sélection d'invités, Wyclef Jean, Céleste, Rema, J Balvin, Christine the Queen, Riles, Nelly Furtado, etc. Alors c'est super d'avoir des invités, mais personne ne parle de l'album parce qu'il faut l'écouter. Moi je l'ai écouté. Et surtout, ce que je trouve extraordinaire vraiment, c'est que tu as réussi à te faire une harmonie, un album cohérent avec un casting aussi hétéroclite. Et je trouve que c'est ça qui est fort justement. Merci, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire sur cet album. Je l'ai pensé comme un film. Un film, ça se regarde de la première minute à la dernière minute. Si jamais il y a une scène qui nous sort du film, le film, il nous perd émotionnellement. Et je voulais surtout pas que ça arrive à cet album. J'ai
ajouter les voix les unes après les autres en fonction des opportunités, en fonction de mes rencontres et en fonction de ce qui me semblait être juste. Et petit à petit, je me suis rendu compte que déjà, mettre les voix à chaque fois dans un contexte de piano-voix uniquement, ça crée de la cohérence. On rend les voix plus vulnérables, on enlève la rythmique et donc d'un seul coup, on les influence quand même à révéler quelque chose de leur cœur qu'ils n'ont pas forcément révélé dans d'autres contextes. Et finalement, cette authenticité, cette vulnérabilité, mais qui est criante et qui est touchante systématiquement, ça m'a aidé à construire la cohérence de ce film. Ok, bah, je trouve que ça se ressent. Parce que je me suis dit, tiens, comment est-ce que des artistes aussi différents, tu vois, vont pouvoir créer une sorte d'harmonie et cohérence. Et ça, j'ai retrouvé, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, vraiment. Donc, bravo, Sophia. Merci Martin. Bon, écoute, ça c'était pour l'introduction. Mais tu sais, on va pas faire semblant. Voilà. Il y a des petits objets culturels ici. On est donc à la FNAC, comme je l'ai déjà dit, vous le voyez de toute façon. On peut y trouver plein de trucs intéressants. Déjà, toi, est-ce que tu as eu un passé de digger au niveau de la musique ou au niveau des jeux C'est quoi ton rapport un peu au physique, aux produits physiques? Moi j'adore le produit physique. Donc déjà, le vinyle, je trouve que c'est le plus bel objet de la musique. C'est un objet qui est si beau qu'il peut représenter des émotions, même si on n'a pas de platine. C'est ça la folie. Si on a des platines, c'est encore pour la déco, ça plus suffit. beau. Mais juste, par exemple, si on aime, voilà, c'est mon album. Mais si on aime un album, Tu peux me montrer. Allez, voilà. allez. Mais si on aime cet album, eh bien, les émotions qu'on a en l'ayant écouté, même si on l'a écouté sur les plateformes de streaming, eh bien, elles se ressentent encore visuellement. On se souvient parce que l'objet incarne tout ça. Ça marque dans le temps, tu vois. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, les collections de vinyle, elles servent aussi à ça. Si en plus on est bien équipé, on a le plaisir de savourer la musique et de devoir avoir un geste physique où on va retourner les disques, on va les écouter, on va devoir réagir et ça nous oblige à rester connectés à la musique. On va pas la laisser juste en fond. C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec le vinyle. Sinon, évidemment, les FNAC, c'est le lieu de la lecture des mangas quand on n'a pas forcément les moyens de les acheter. On squatte et on se fait plaisir et puis en fait on les enchaîne. Donc j'ai vécu ça longtemps dans celle de ma région, donc à Lille. Ensuite, ce que j'aime aussi, c'est que pareil pour les jeux vidéo, j'adore les moments où en fait on imagine tout ce qu'on pourrait vivre avec les différents jeux vidéo qui sont en face de nous. Voilà, exact. Ça, c'est génial. Ça, c'est un plaisir que j'ai. Parfois, même si on ne va pas les vivre, on en parlera plus tard. Parce que moi, justement, c'est intéressant. On peut faire la transition tout de suite donc, avec ce jeu-là. Je le montre ici à la caméra si vous nous écoutez à l'audio. C'est donc un jeu qui s'appelle Clair Obscur. Expédition 33, je ne sais pas si c'est le sous-titre ou... Oui, ça fait partie du titre du jeu. Clair Obscur, Expédition 33. Raconte-nous pourquoi tu voulais parler de ce jeu vidéo. Voilà. Parce qu'il y a une petite particularité. C'est ça, voilà. Le lien avec ce que j'étais en train de raconter juste avant, c'est que ce jeu vidéo, c'est de toutes ces œuvres, la seule œuvre que je connais pas encore. J'ai envie d'y jouer, je rêve d'y jouer, j'ai pas encore le temps, j'ai envie de m'y plonger. J'adore les aventures, les mondes immersifs, comme c'est le cas sur ce jeu vidéo-là. Mais j'ai pas encore joué. Et je trouvais ça intéressant de parler d'un contenu culturel qu'on connaît pas encore. C'est une promesse. Voilà, c'est une promesse. Ouais, et c'est ça aussi le bonheur qu'on a quand on va dans des stands, c'est de sentir les promesses qu'on peut nous donner par rapport à un objet culturel. Et là, ici, ce que j'aime en plus de ça, c'est que j'ai beaucoup entendu parler de ce jeu, c'est qu'il y a de la musique classique utilisée à l'intérieur de ce jeu qui a eu un impact sur les chanteuse lyrique. Voilà. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et en plus de ça, c'est l'histoire d'un studio indépendant qui... impressionne tout le monde parce qu'en fait il a réussi à avoir un succès énorme en ayant une patte très singulière, en ayant fédéré une petite équipe avec laquelle ils rivalisent avec les plus grands. En dehors du gros jeu mainstream, classique, triple A. Voilà. Et ça c'est quelque chose à en plus encourager. Non, je salue ça. Mais ça c'est un jeu qui te ressemble un peu en tout cas dans la démarche. En plus de ça, voilà. Il y a même des documentaires incroyables qui racontent, des analyses YouTube qui racontent comment ils ont fait et que je trouve fascinantes. Et toi t'es quel genre de gamer? Hardcore gamer, casual gamer, comment tu le définirais? Moi je suis tellement passionné et obsessionnel dans ma vie quand j'ai quelque chose en tête que j'arrive pas à avoir de distance. Donc les jeux vidéo c'est très dangereux pour moi parce que quand je m'y plonge pleinement et sincèrement. Et d'ailleurs avec mon manager ce qu'on s'est dit on attend la prochaine PlayStation et tant qu'il n'y a pas la prochaine PlayStation on n'a pas le droit de se jeter de nouveau dans un jeu vidéo. Mais par contre à ce moment là ce sera peut-être le temps d'une pause dans ma carrière pour pouvoir jouer un petit peu. L'info est passée, Sony, dépêchez-vous. Laissez ce garçon jouer, il a le droit, il faut qu'il se repose, il travaille énormément. Laissez le game un peu, quoi. Mais ok, donc ça c'est chouette. Donc Clair Obscur, donc tu recommandes un jeu auquel t'as pas joué. Je trouve ça génial. C'est trop bien. Alors j'ai adoré ta petite anecdote parce que tout le monde se retrouve là-dedans. Tu racontais les rayons de la Fnac pour lire des BD qu'on n'achetait pas. Et là ici, on est sur Hunter x Hunter. Donc pour ceux qui nous écoutent à l'audio, à l'image, c'est juste ici. Alors là,
on en avait déjà parlé avec Pete, lui c'était One Piece, toi aussi je sais que t'es fan de One Piece. Il faut savoir que moi, j'y connais R dans les mangas et les animés. C'est un trou immense dans ma culture. Donc je t'en supplie, nourris-moi, dis-moi ce que ça représente pour toi. C'est parfait parce que Hunter x Hunter, c'est l'animé ou le manga que je recommande comme manga d'introduction. Okay. Donc c'est celui avec lequel il faut que tu commences. Ah, donc ok. Vraiment tu vas regarder, c'est pas trop long, c'est un petit peu long mais c'est pas trop long, tu peux même regarder la première, enfin tu te fais une série d'épisodes et tu vas rentrer dedans. Et ce que j'aime en fait dans les... Celui-là, pour info, on t'a pris c'est le dernier en date. Voilà. C'est le tout dernier en date. Le 38e, je crois. Et ce que j'aime énormément avec Hunter x Hunter, c'est que les valeurs véhiculées dans cet animé, de surpassement de soi, il y a un moment donné une scène très importante avec un blocage psychologique qui t'empêche d'aller plus loin. Et quand tu enlèves ce blocage psychologique, d'un seul coup, toutes les portes s'ouvrent. C'est vraiment un reflet de ce qui peut arriver dans la vraie vie. L'amitié aussi, la grande loyauté. Et je pense que les mangas ont une vraie fonction d'éducation, mais des grandes valeurs de la vie. Pas uniquement c'est pas de l'éducation scolaire, c'est d'éducation des valeurs, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous rend fort dans la vie. Et c'est pour ça que les mangas, c'est quelque chose de très, très, très sain et important dans nos vies. Tu trouves qu'ils souffrent encore un peu d'une image négative? Tu sais, on est plus ou moins de la même génération. On te rappelle quand nous on était gamins, les mangas, il y avait même les politiques s'en mêlaient. Je me rappelle notamment, je crois que c'était Ségolène Royal qui était contre les animés et tout. Oui. Tu as l'impression que maintenant on réévalue un peu l'image des mangas? Ça a complètement changé. Déjà, je pense qu'on est peut-être le deuxième pays au monde, le plus grand consommateur de mangas. Tu peux faire la comparaison avec le rap. Le rap a pris toute la place dans le paysage populaire français, a pris la première place. Les mangas, je pense que c'est aussi... Alors, j'ai pas la statistique, mais je sais que mondialement, on est le deuxième plus grand pays de consommateurs d'animés et de mangas. Ok. Et donc, c'est devenu un mouvement indiscutable. Ok. Mais écoute, moi, tu sais, j'essaie de sonder un peu les barrières que j'ai, tu vois. Quand j'étais petit, j'ai regardé un peu Dragon Ball et les Captain Tsubasa, Olive et Tom, tu vois, trucs comme ça. Mais je sais pas pourquoi j'ai jamais pris le train, tu vois. Il manque des codes culturels, je crois. Oui, mais en fait, ce que tu racontes là, c'est comme quand quelqu'un raconte ça avec le rap. Exactement, oui, c'est la même chose. Et c'est pas un problème. En fait, c'est pas quelque chose, c'est parce que quand tu es passionné, tu as envie que tout le monde partage ta passion. Mais en vérité, c'est pas un problème de pas y être attiré. Mais sache que c'est juste, c'est ça le truc, quoi. Après, je peux te retrouver dans un an et tu auras Switch, et comme pas du tout, c'est pas grave. C'est possible, mais en tout cas, de plus en plus au contact avec des gens dont j'estime soit le boulot, soit les goûts aussi, tu vois, parce que tu sais, les références culturelles, ça fonctionne aussi par goût. Et par affinité communautaire aussi, un peu des gens qui te ressemblent en fait. Et moi, je trouve que tu es quelqu'un qui a quand même bon goût, et donc, tu vois, je vais être plus sensible à ce que tu vas me recommander, tu vois. Donc, écoute, Hunter x Hunter, écoute, je vais... en plus, ça tombe bien, tu me dis que c'est vraiment une bonne porte d'entrée. C'est une bonne porte d'entrée, c'est un bon premier... Pour l'instant, j'ai même pas la clé, j'ai rien, donc... En fait, souvent, ceux que je commence pour commencer, c'est soit celui-là, soit Death Note, qui est Death Note, voilà. En fait, tu vois, j'ai toutes les rêves, comme j'écoute du rap français. Bien sûr. Les rêves de manga, je les ai tous. Mais je les associe pas toujours au bon personnage, tu vois. Non, mais prends-en un. Peut-être Death Note, il est un peu plus court. Tu choisis en fonction de celui qui te donne le plus envie en termes d'histoire. Celui-là, c'est plus pour l'amitié. L'autre, c'est plus un thriller psychologique. Donc, si t'es plus dans ce mood-là, go sur celui-là, tu vois. Les recos de Sofiane. Notez, allez-y, faites des prints et tout, partagez entre vos amis. Littérature toujours un peu plus classique ici, puisque là on est à la moitié du 19e siècle avec un petit auteur qui débute, qui s'appelle Alexandre Dumas, qui a fait un petit bouquin qui s'est un peu vendu, qui s'appelle Le Comte de Monte Cristo. Ça, c'est ton bouquin de chevet, tu l'as lu plusieurs fois, tu l'as lu une fois, il t'a marqué. C'est quoi ton rapport avec ce bouquin, donc, Le Comte de Monte Cristo? Je l'ai lu une fois, mais il m'a marqué énormément. C'est un roman, comme vous le voyez, qui est très long. Et encore, c'est que le tome 1. Ouais, voilà. Et donc, en fait, voilà, c'est ça. C'est 2 tomes comme ça. Donc, ça représente, à cette taille-là, ça représente genre 1500 pages. Ouais, ok. Et en fait, c'est comme, pour le coup, le parallèle aussi avec des mangas, avec One Piece, c'est des œuvres qui sont longues. Et les œuvres longues, l'avantage, c'est qu'en fait, elles ont le temps de rentrer dans ta vie. Pour le lire, tu vas pas passer à autre chose très rapidement. On est dans un monde où, en fait, on passe très, 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 très vite d'un sujet à un autre, d'une relation à une autre, d'une musique à une autre, d'un artiste à un autre. On a besoin d'œuvres longues qui nous maintiennent dans un univers. Et ça, Le Comte de Monte Cristo, c'est une
recommandation puissante pour ça. Et alors, Le Comte de Monte Cristo, pardon, c'est aussi un bouquin entre guillemets de rappeur parce que ça parle de revanche sociale, de choses comme ça et tout, tu vois. Exactement. Et donc, moi, quand j'étais en galère, j'avais trop envie que ma vie change. J'avais l'impression de ne pas réussir à m'en sortir. Dedans, à un moment donné, le personnage est emprisonné pendant très longtemps. Je ne vous spoil pas beaucoup en disant ça. Et j'avais l'impression d'être moi aussi dans une forme de prison qui était plus une prison sociale, qui était une prison de carrière où j'arrivais pas à en sortir. Et cette rage qui monte, où en fait, un jour, on a envie de se venger, pas forcément contre quelqu'un en particulier, mais contre une destinée qui nous convient pas complètement. Et j'avais l'impression de ne pas être tout seul. Ça me faisait du bien de ressentir la même rage dans le cœur d'Edmond Dantès. Et c'est incroyable de dire ça parce qu'en plus c'est important de rappeler la dimension universelle de la littérature, peu importe quand elle a été écrite. J'ai un copain qui s'appelle Lansky qui fait des résumés de bouquins, tu vois, que j'embrasse d'ailleurs. Et lui, il essaie justement de montrer aux jeunes générations, regardez, en fait, ça parle de vous, ça parle de votre histoire, ça parle de plein de choses. C'est peu importe quand ça vient, quand ça vient, tu vois. C'est trop bien, franchement, c'est une bête de démarche. Je connais pas encore, mais c'est une bête de démarche. Je vais checker direct. Le 5e art, ça c'est sa page, je te conseille d'aller voir. Et c'est trop bien, donc je fais un gros bisou. Le Comte de Monte Cristo, quand même, on est quand même là pour parler culture. Le film, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as aimé? J'ai vu le. Dis-moi la vraie vérité, hein, ce que tu as vraiment ressenti. On peut se dire. Le roman est évidemment supérieur, mais le film est une bonne. C'est une bonne adaptation, vraiment. On parle du dernier. Hein. Oui, avec Pierre Ninet. Oui, voilà. Le dernier film est très bien, mais faites-moi confiance, commencez si possible par le livre. Important. Voilà, commencez par le livre et après, justement, le film, j'étais déjà tellement attaché à l'histoire du livre. C'est dur d'adapter à un monument comme ça aussi. Que voilà, pour moi, le film a plus une fonction de me raviver mes souvenirs. Ah ok, voilà. C'est ça. Donc c'est sympa de raviver les souvenirs. C'est un très beau film, attention. Hein. Oui. Mais c'est juste que l'œuvre, elle est tellement parfaite sous cette forme-là qu'elle est inégalable. Par contre, ça met en valeur l'œuvre. Donc il y a des gens qui vont voir le film, qui vont avoir envie de le lire après, ce sera très bien. Et d'ailleurs, ils ont fait des rééditions, tu t'en doutes, avec la photo de Pierre Ninet sur les bouquins. Mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est un film qui a marché à mort. Dans la sphère que moi, je suis plutôt des cinéphiles un peu plus intello. Il a été beaucoup critiqué. Moi, je l'ai vu. J'ai trouvé que c'était un bon divertissement. Je trouvais ça cool que ça existe un film français comme ça, avec des ambitions et tout. Moi aussi, je trouve. Il n'est pas parfait, bien sûr, mais le simple fait que ça existe, que ce soit incarné par Pierre Ninet, qui est incroyable, le taf est fait pour moi. Mais je te rejoins complètement. En fait, et puis même le film, on est parfois un peu trop sévère, je trouve. Mais ouais, et puis le film, il n'a jamais eu l'ambition d'effacer le roman. En fait, il n'a jamais eu l'ambition de le faire disparaître, ce roman. Non, au contraire. Donc, je te rejoins. Cinéma toujours, et puis on terminera en musique. Alors ici, on a une double édition, mais toi, c'est plutôt le film du dessus qui t'intéresse le plus. Donc, pour ceux qui nous écoutent, on parle donc du Joker, le film de. C'est Todd Phillips, non? J'ai un doute. Ouais, Todd Phillips. Je suis cinéphile. Il est bon. Il est bon, parce qu'en fait, c'est vrai que le Joker. Voilà. Ouais. En fait, finalement, ce qui est extraordinaire avec ce film, bon, bien sûr, le réalisateur a fait un travail extraordinaire, mais on a tous été impacté par l'interprétation de Joaquin Phoenix sur le personnage du Joker. C'est sûr. Et j'ai choisi ce film-là pour cette raison. La colo, d'ailleurs, elle est trop belle aussi. J'adore que tu caches le Batman en dessous. Je suis comme ça en mode, je parle du Joker. En fait, on n'a pas trouvé dans les rayons, désolé pour la Fnac, mais on n'a pas trouvé le Joker tout seul. Donc c'est peut-être parce qu'en fait, on a deux pour le prix d'un. Mais moi, à la base, je cherchais ce film-là. Et je précise que le Batman avec Robert Pattinson est très cool. Mais oui. Mais on parle du Restons Joker. sur le Joker. Et pourquoi on parle du Joker? Parce que ce qui est magnifique avec ce personnage, c'est un lien qui m'a inspiré dans cet album. J'ai un morceau qui s'appelle Movie Star, que j'ai eu l'honneur de faire avec Rema, et qui parle de qu'est-ce que c'est que d'être enfermé dans son propre personnage. Ok. Ah bah. Voilà, tout est dit, tout est résumé. Le Joker, c'est cette histoire. Et tu sais ce qui est triste avec ce film, c'est que malheureusement, il a inspiré plein de mecs un peu incel, un peu facho et tout machin sur le personnage qui ont compris le film n'importe comment. Ah ça, j'étais pas au courant. Ouais, si, justement, qui l'ont pris premier degré ce personnage comme si c'était un mec qui voulait se venger de tout, tu vois, donc tous les gens un peu inconfort. Alors qu'en fait non, il y a une dimension de satire derrière. Ça fait flipper ce que tu dis. Ouais, en fait, tu fais une œuvre et cette œuvre-là, elle a des impacts. Waouh. Mais tu sais quoi, je vais lire dessus parce que ça m'intéresse ce que tu dis, mais je trouve ça un peu flippant là. Ça a ouvert vraiment tout un courant qui vient des États-Unis, tu vois, qui a des reflets aussi un peu en France, tu vois, qui est devenu une figure un peu incel, tu vois, un peu de ces mecs-là, un peu masculins et tout. Wow. Alors qu'en fait, le film raconte tout l'inverse, tu vois. Non. Alors le film, faut le lire, regardez-le avec en tête à quel point se jeter dans un personnage corps et âme, ça peut devenir complètement obsessionnel, complètement fou, et c'est fascinant qu'on puisse aller jusque là-bas. Donc
il y a forcément des dérives Ouais, à ouais. ça, mais en fait, il y a aussi quelque chose de fascinant dans la capacité de l'homme à rentrer pleinement dans le fruit de son imagination. C'est ça. Et ça, c'est ce que s'est inspiré le film. Et Voilà. qui est tu sais, c'est un film, c'est rigolo. Il a eu un peu deux vies. Dans un premier temps, tout le monde l'a adoré, génial et tout. Et puis dans un deuxième temps, justement, les critiques ont dit oui, mais en fait, c'est pas si bien. C'est un peu un copycat de La Valse des Pantins, machin et tout. Moi, je l'ai revu récemment. Et pour moi, l'œuvre, en tant que telle, elle garde toute sa force. La perf de Joaquin Phoenix, elle est folle. L'ambiance poisseuse de New York / Ouais. Gotham, incroyable. Donc ouais, non, très très bon film. Et donc et le morceau sur l'album, redis-moi, c'est l'album. C'est Movie Star, donc Movie Star. le morceau Avec Rema. avec Rema, et même les paroles, elles sont extraordinaires. Enfin, il y a un lien avec dans la vie d'artiste, Ouais. le fait d'être très exposé et au bout d'un moment de finir par être enfermé dans un personnage que les gens décident de toi. Et même c'est peut-être une partie de ta personnalité, mais c'est pas forcément ce à quoi tu veux être résumé. Ouais. Et c'est assez fort la manière dont Rema s'est emparé de ce thème-là. Elle est vraiment incroyable. Et alors moi, je voulais juste parler aussi d'un autre film qui est pas ici, mais parce que tu m'en avais parlé. C'est le film In the Mood for Love Oui, de oui. Wong Kar-wai, Voilà, donc là, qui est un sorti film en 2000. beaucoup plus contemplatif. Exactement. Mais ce que je voulais justement dire, c'est le film. Déjà, il est pas très long. Je pense qu'il dure 1h38, 1h40, un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il était plus long que ça, mais peut-être tu sais mieux que moi. Je crois qu'en vérifiant Ouais. le truc, Il est pas si long. Il il paraît long, paraît mais long. peut-être qu'il est pas si long. Ouais. Et justement, ce que je voulais dire sur In the Mood for Love, c'est ne pensez pas que des films comme ça sont inaccessibles parce que c'est des classiques chiants et tout. Essayez. Ouais, Moi, je l'ai vu dans un cinéma indépendant il y a quelques années, donc des années après sa sortie. Ouais. Essayez et vous allez voir, je pense que vous allez adorer ce film. Il faut s'ouvrir l'esprit et pas penser que ça va être chiant parce que c'est Ouais. tout sauf chiant. Ouais, exactement. Et en fait, en ce moment, je suis très attiré par le travail de Wong Kar-wai, donc réalisateur chinois, ou par le travail de Kitano, réalisateur japonais. Et ils ont une manière de pointer du doigt les non-dits que je trouve tellement élégante. Il y a des choses qui se disent dans les regards, dans les silences, Tout en pudeur un peu. voilà, tout en pudeur. Ouais. Et donc c'est ça, oui, qui est pas très le reflet de notre époque, où en fait on dit les choses clairement, on les montre, on les exagère. Et donc oui, ce genre de films, en fait, ils font du bien pour ça, parce qu'ils nous ramènent à un peu plus d'élégance, de finesse, de poésie dans la manière de décrypter l'autre, et d'être empathique envers l'autre, et de se séduire, et de se comprendre. Un très beau film avec une très belle musique aussi. Ouais, la musique est très extraordinaire. Elle est tellement belle. Une histoire d'amour compliquée. Enfin, franchement, foncez Wong Kar-wai, In the Mood for Love. On va tout doucement aller vers la fin et on va passer en musique. Alors, tu sais ce que j'adore avec cette reco-là, Sofiane, c'est que on a ici un album de Shadé qui est sorti en 1992-1992 pour mes Belges, Love Deluxe. Shadé, c'est l'artiste préféré des artistes. Tu sais Wow. que Pete m'avait aussi choisi un album de incroyable. Shadé. À chaque fois que je parlais des artistes, c'est Ouais. toujours elle qui revient. Ouais, Qu'est-ce qui ouais. vous plaît tellement chez Shadé, vous les artistes? Alors moi, je peux te répondre. Bah oui. Ouais, en plus, tu vois, dedans, il y a Mermaid que j'adore comme morceau. Enfin, il y a plein de morceaux qui sont extraordinaires. No Ordinary Love, Like a Tattoo, non, c'est génial. En fait, de mon opinion, ce qui est magnifique avec Shadé, c'est que c'est une artiste qui ne trahit jamais. Peu importe son morceau, il est toujours dans le même mood. Ok. Il y a un mood qui a un mood Shadé. Et en fait, peu importe où est-ce qu'on va aller le chercher, toutes les musiques sont une déclinaison fine de ce mood. Et alors, moi personnellement, c'est ce que j'aime chez elle. Je sais qu'il y a toujours un moment donné où j'ai envie d'écouter du Shadé. Mais attends, parce qu'il y a une grande question sur Shadé. Est-ce que tu l'écoutes quand t'es en rupture amoureuse ou quand t'es amoureux? Est-ce que tu l'écoutes quand t'es triste ou quand t'es de bonne humeur? Parce que c'est vraiment une artiste très moody, quoi. Ça dépend Ouais. vraiment dans quel mood t'es. Alors, moi, je l'écoute plus quand je passe un bon moment. un bon moment, Quand un tout va moment bien. romantique, Ok. un moment sensuel, un Ouais. moment de séduction, un moment, voilà, bah, en fait, mais même tout ce qu'elle représente là sur cette pochette, c'est vraiment pour moi ça. C'est un moment justement où on s'enveloppe en fait. Ouais, Où, ouais, en c'est fait, ça. on est dans un cocon, on est dans une bulle et sa musique nous enveloppe. Donc ouais, c'est plus ça. Moi, c'est pas du tout pour moi un moment de rupture. Sauf c'est un quand moment- tu le réécoutes et que ça te rappelle des bons souvenirs. Voilà, avant, c'est tu ça. vois. Mais tu sais quoi, Shadé, il y a quelque chose où je trouve que c'est tellement. Tu vois, il y a des artistes, on les écoute, on se souvient qu'on les a écoutés avec telle personne en particulier. Ouais. Et en fait, peu importe ce qu'on vit, écouter ces artistes-là nous renvoie à cette personne. Shadé, pour moi, Ça, intemporel, universel. voilà, c'est un truc où peu importe avec qui tu l'écoutes, c'est un mood qui est encore plus fort du moment avec lequel tu vis la personne. Non, c'est un mood qui accompagne ce moment-là.
Mais pour moi, je crée aucune association directe entre la musique de Shadé et le moment en particulier. Parce que pour moi, elle est intemporelle. Ce qui te permet de pouvoir la réécouter, justement. Exactement, alors que sinon je pourrais pas. Et c'est pas le cas avec beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup de musiques où c'est impossible pour moi de les écouter avec d'autres personnes, tellement ça me renvoie à une personne en particulier. J'ai ça aussi. Ouais. Shadé, pour moi, elle traverse ma vie, elle traverse mes questionnements et elle est toujours là dans mes pensées romantiques ou dans des moments romantiques. Et elle traverse les époques aussi. Et aussi, ouais. On va arriver à la fin de cette discussion. Déjà, je voulais d'abord te remercier vraiment. Ça me fait super plaisir de te voir et de pouvoir se poser avec des micros, ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. La prochaine grande étape de ta carrière, c'est une petite salle dans le nord de Paris. T'as loué ça avec 2-3 copains. C'est le Stade de France. Bon, voilà. Et alors, on va le répéter, hein, bien sûr, premier pianiste à faire le Stade de France. On va te poser cette question 1 milliard de fois. Donc, j'ai juste envie de te dire, c'est là que Zizou a mis les 2 buts en 98. C'est que ça, c'est que ça le Stade de France. Donc, qu'est-ce que ça te fait, quoi? Qu'est-ce que ça me fait de, à mon tour, pouvoir tenter de marquer? Ouais, c'est ça, tu vas marquer l'histoire comme Zizou l'a marqué. Ouais. Non, mais je suis très ému en pensant à cette date-là. Et justement, pour le symbole sportif du Stade de France, c'est quelque chose que je veux m'approprier au piano. J'ai envie que le piano, mon piano, incarne un grand mouvement populaire. Ok. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette salle et c'est pour ça que j'ai choisi ce défi-là. Le reste, il faut le vivre tous ensemble le 17 avril 2027 et on en parlera. Ensuite, on se reverra pour parler de ce qui s'est passé. Évidemment, et on célébrera tous ensemble. Avant de se quitter, c'est le dernier film, la dernière série que tu as maté, le dernier album, c'est quoi que tu as un peu en stock là pour l'instant? Wong Kar-wai, Blossom Shanghai, donc la série de Wong Kar-wai, qui est sublime et qui nous met... Tiens, ça peut être aussi une bonne porte d'entrée quand on parlait de In the Mood for Love. On peut rentrer dans le mood, l'univers Wong Kar-wai avec une série. C'est peut-être plus facile en fait finalement. Si jamais vous avez des petites réticences, Blossom Shanghai, je recommande. Ben voilà, ce sera la reco de Sofiane. Merci à toi. Merci Martin. On se retrouve très très bientôt les amis. C'était le Checkcast en direct de la FNAC bien sûr. Rendez-vous sur Check pour plein d'autres vidéos. Et voilà, que dire de plus, gros bisous. À très vite et écoutez Movie de Sofiane Pamar. Salut.